Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Pichon-Synthèse sur cette interview. Avec vous, aujourd'hui, nous allons parler notamment de votre parcours, mais aussi de votre jeu Split Stories, publié par la maison d'édition Je suis d'ailleurs, dont vous êtes d'ailleurs l'un des cofondateurs. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous parler de vous, de votre parcours, de ce qui vous a incité à devenir auteur de jeux ? Oui, merci tout d'abord au Salon du Polar pour cette invitation. Moi, j'ai un parcours clairement orienté vers le monde créatif parce que j'ai commencé comme réalisateur, photographe, en fait, à faire mes classes dans le milieu artistique et le milieu audiovisuel. J'ai ensuite enseigné dans ces domaines-là. Et puis le jeu, on va dire, qui a toujours existé dans ma vie. Je faisais du jeu de rôle, je créais des jeux de rôle quand j'étais plus jeune au lycée, ça a été une grande partie de ma vie. Et après, on va dire, au moment du confinement, au moment du rebattage des cartes professionnelles, et j'ai ressenti le besoin d'avoir une autre dimension à mon activité. Et donc ça a été le jeu qui est devenu une activité professionnelle à part entière. Eh bien, merci. Et qu'est-ce qui vous anime dans cette création de jeux ? Avez-vous un processus de création particulier qui est toujours le même ou différent de jeu à jeu Moi, ce qui me plaît le plus, je vais dire, et ce qui a été surtout la continuité avec ce que je faisais avant, c'est la mise en scène d'idées. Donc c'est à la fois raconter des histoires, mais aussi réfléchir et faire réfléchir sur le monde. Et donc le jeu permet ça aussi, même si on n'y pense pas toujours, mais c'est vraiment une expression personnelle. Donc ça, c'est ça qui m'anime le plus. Et le processus après est très variable en fait. Ça peut partir d'une envie de mécanique de jeu, d'un titre, d'un univers. Donc c'est assez variable. Et ça suit son chemin, on va dire, au fil des expérimentations. Parce que le jeu passe par beaucoup d'étapes d'essais-erreurs et il permet ça. On peut faire des itérations très rapidement et du coup se retrouver avec des idées tout de suite modifiées, mises en place, réadaptées avec le public et les envies qu'on a. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé pour Split Stories. D'accord. Et comment se passe en général la réalisation d'un jeu dans le temps, en termes de durée ça peut être très rapide comme très long Tout à fait, oui. Il y a à chaque jeu son histoire aussi. Là, la particularité, c'est qu'avec mes collègues, on est auteur et éditeur sur ce projet-là. Donc, quelque part, on est parti de zéro et donc on a tout construit derrière, même si chacun avait son expérience en tant qu'auteur par ailleurs et en tant qu'éditeur aussi. Donc, on a quand même bénéficié de notre expérience respective pour que le processus nous prenne que, je mets des guillemets, 8 mois de développement, grosso modo. Mais sinon, ce qui se passe, c'est plutôt qu'on travaille avec un auteur ou une autrice qui apporte un prototype, et on part de là. Donc en fait, de la même façon qu'un romancier apporte un manuscrit, en fait, on commence à travailler à partir d'un objet qui a déjà 8 mois, 1 an, 2 ans de travail, en fait. Donc en fait, on prend le relais, un petit peu en tant qu'éditeur, et c'est ce qui fait que ça peut être parfois rapide, moins d'1 an en fait, entre le moment du développement du jeu, c'est-à-dire sa finalisation, son équilibrage, et puis toute la phase d'édition qui consiste à l'illustrer, à trouver son thème, son positionnement sur le marché, etc. Tout ça prend grosso modo 1 an pour la plupart des jeux. Des fois ça peut être plus rapide, mais c'est quand même plus rare en général. D'accord. À l'heure d'aujourd'hui, avec Je suis d'ailleurs, vous êtes plus dans des jeux d'enquête, de déduction. Qu'est-ce qui vous anime dans cette catégorie de jeux ? En fait, l'histoire de Je suis d'ailleurs, ça a commencé par une rencontre avec Mathias Daval et Florent Cotela et moi-même. Et on faisait chacun de son côté des jeux d'énigmes et des escape games. Moi, c'était une dimension que j'explorais sous le format événementiel. Donc je concevais des escape games pour le grand public et mes collègues, eux, faisaient déjà de l'édition de jeux d'énigmes. Et en fait, on s'est rencontrés tous les trois et on a commencé à créer en festival une sorte de zone un petit peu en enquête, qu'on a appelé le village enquête. Et c'est comme ça que par la suite, on s'est dit, mais tiens, on aime bien bosser ensemble, on aime bien réfléchir à cet objet qui est le jeu d'énigmes. Et donc, on a commencé à travailler sur ces projets-là. Et puis, du coup, est venu quand même le besoin de créer une identité à part de nos structures respectives. Donc, c'est ce qui fait qu'on a créé Je suis d'ailleurs pour vraiment incarner ces projets communs qu'on avait à 3. Et voilà, et puis l'aventure a continué comme ça.
Et donc, c'est vrai que je précise, parce que vous parliez de jeux d'énigmes, en fait, on a commencé autour de ce type de jeu parce que c'était notre ADN aussi, et notre point de rassemblement. Mais on est tous les trois aussi très amoureux du jeu de rôle, du jeu narratif et du fait de raconter des histoires à travers les jeux. Donc, on évolue là aussi vers du jeu qu'on dit narratif, souvent guidé par des cartes. C'est-à-dire que ça reste du jeu de rôle, mais sous une forme qui est différente du jeu traditionnel, du jeu de rôle traditionnel, avec un maître du jeu ou un plateau, des dés, etc. C'est des formes plus modernes de jeu de rôle, en fait. Et ça, c'est la suite pour Je suis d'ailleurs. Et là, par exemple, sur la création du jeu Split Stories, il vous a mis combien de temps à être créé? À l'intérieur, on peut trouver à l'heure actuelle 4 enquêtes. Est-ce qu'il est prévu un tome 2? Alors tout l'historique un petit peu de Split Stories, on va dire toute son histoire, depuis la première idée de concevoir un jeu d'énigmes qui serait distribué en 2 livrets jusqu'à sa sortie en fait, ça a pris 8 mois, 7-8 mois en fait. Et l'idée c'était bien sûr dès le départ d'en faire une gamme. Et donc un tome 2, on va dire un deuxième volet est prévu. On attend parce qu'en fait avant de se lancer sur une deuxième édition, on a besoin d'avoir des retours sur le premier, peut-être de le réimprimer aussi. Donc on est plutôt dans une phase là de construire la réception du premier. Et ensuite, bien sûr, on a déjà commencé à réfléchir à la suite. Et si les planètes sont alignées, on partira sur un deuxième volet. Mais en tout cas, c'est pas des idées qui manquent parce qu'effectivement, on a mis 4 scénarios dans ce premier tome et on en avait plein d'autres en stock en fait. Donc les histoires nous intéressent, on a plein de situations possibles, on a des mécaniques de jeu qu'on aimerait explorer. En fait, c'est vraiment, faut voir ce format-là comme un canevas dans lequel on peut ensuite broder plein d'histoires. Et bien sûr, il y a l'envie de continuer à travailler, à explorer Split Stories. Et en rebondissant sur encore Split Stories, parce que nous, c'est un jeu qui nous a énormément plu, premier retour médiathèque de Sionzier. Est-ce que vous avez l'idée ou l'envie ou pas de le créer pour des plus jeunes, à partir de 6-8 ans? À l'heure d'aujourd'hui, il est accessible à partir de 14. Est-ce que cette envie-là, vous l'avez ou c'est trop compliqué? Alors non, pas du tout, au contraire, ça fait partie des envies, notamment que je porte, d'amener Split Stories sur un terrain plutôt famille. Alors là, c'est vrai que les âges indicatifs, de manière générale, sur les jeux sont un peu au doigt mouillé, ça reste des catégories très floues, parce qu'on peut tout à fait jouer avec des enfants de 8 ans à Split Stories. En fait, il n'y a rien au niveau thématique qui va l'empêcher. C'est plus que ça peut être difficile si un enfant est seul de son côté du livret à devoir prendre la charge de toutes les énigmes et de la réflexion qui peut être abstraite en fait. Donc c'est pour ça qu'on a préféré indiquer cet âge-là. En vérité, on peut déjà jouer en famille, on l'observe en salon, il y a déjà pas mal de familles qui viennent se poser, et ce qui se passe, c'est que les parents se mettent un de chaque côté, ils prennent un enfant avec eux, et ça se passe très bien en fait, parce que les enfants peuvent jouer dès 8 ans à peu près. Mais pour une version famille, ce qui, moi, m'intéresserait, ce serait qu'il y ait une asymétrie des livrets, qu'il y ait un livret pour les adultes et un livret pour l'enfant, ou les enfants, et donc qu'ils aient une façon de présenter, d'accéder à l'information différemment, des objectifs peut-être différents. Voilà, je pense que ça serait un axe intéressant à explorer. Et sinon, après, pour les enfants entièrement, on va dire, des livrets calibrés pour les enfants, ça pourrait tout à fait fonctionner. En fait, ce qui se passe, c'est que Je suis d'ailleurs, c'est aussi positionné, et parce que nos envies avec Florent et Mathias, c'était aussi d'aller vers des thématiques plutôt matures, au sens tournées vers des adultes, peut-être parfois difficiles, plus ancrées dans des problématiques de société ou émotionnelles qui peuvent être plus lourdes, etc. Alors c'est pas le cas de Split Stories 1, mais c'est notre envie de manière plus générale, c'est-à-dire d'amener des thématiques qu'on voit peu globalement dans le jeu de société et de les défendre aussi. Donc c'est vrai que c'est pas dans notre ADN de travailler une gamme famille, mais ça veut pas dire que ça pas dans nos envies. En tout cas, moi, avec Ludogami, ma maison d'édition, je travaille plus avec l'enfance et la jeunesse, donc ça pourrait aussi être
une coproduction qui nous amène à avancer sur ce terrain-là. Mais ça, en tout cas, ça c'est tout à fait pertinent. Ouais. On a vu que le public était réceptif aussi. Oui, les enfants aiment beaucoup les jeux d'enquête et au final, sur le marché, on n'en trouve pas énormément. C'est en train d'arriver, petit à petit, mais pas en grande quantité. Donc, on sera acheteur. Vous avez eu l'idée de créer avec Mathias Daval et Florent Cotella votre maison d'édition. Est-ce qu'il y avait aussi une idée de pouvoir être plus libre dans vos créations et moins sous des contraintes de maison d'édition ? Je pense qu'on a chacun été assez libre dans ce qu'on faisait, puisqu'on a tous les trois été auteurs et éditeurs sur nos jeux respectifs, même si Mathias et Florent ont pu être édités par d'autres maisons d'édition. Je dirais que globalement, on a quand même plutôt un parcours d'éditeur, et ce qui nous permet de travailler sur les projets comme on en a envie. Et donc on a, comme beaucoup aussi de maisons d'édition, on commence par ses propres jeux et après on commence à éditer d'autres auteurs, autrices. Donc il n'y a pas eu de question de liberté en fait qui s'est posée, enfin en tout cas de manque de liberté ou de s'en sentir à l'étroit. Ça s'est pas posé pour nous en ces termes. Là, je dirais que la contrainte en fait vient plus de problématiques cette fois purement éditoriales et économiques, de se dire ok, est-ce qu'on a envie d'aller sur tel type d'objet ludique, sachant que c'est un objet de niche. Et en l'occurrence, le jeu narratif, les boîtes de jeux de rôle où il faut inventer des histoires, etc., ça reste quand même un objet de niche. Et donc, est-ce qu'on peut imprimer 3000, 4000 boîtes de ça et rentrer dans ses frais à la fin ? Ça, c'est des questions pas évidentes à répondre. Donc, la limite, elle vient plus de là, en fait, une sorte d'auto-limitation parce que économiquement, si c'est pas viable, c'est compliqué sur le long terme, en fait. D'accord. Et à quel jeu vous aimez jouer en ce moment ? Quel est votre coup de cœur, familialement parlant ou en jeu d'adulte ? Donnez-nous des pistes. Alors moi je suis un gros amateur de jeux de stratégie, je viens du jeu de Go à la base, qui reste mon jeu fétiche et c'est avec ça que j'ai grandi. Et du jeu de rôle bien sûr, je mets de côté le jeu de rôle parce que c'est tout un continent du jeu auquel je continue aussi à jouer et à explorer via des murder parties, via du jeu de rôle grandeur nature. Mais en termes de jeux de société, jeux de plateau, ouais, des jeux de stratégie me plaisent beaucoup. Et là j'en ai un que j'aime beaucoup ressortir et faire découvrir, c'est Champ d'honneur, qui est un jeu qui reprend des caractéristiques un petit peu des échecs, on va dire avec une teinte médiévale mais médiéviste, et on se bataille entre armées en fait, avec un système de bag building, donc un mot un peu technique pour dire qu'on va construire un sac de pioches, et à chaque fois qu'on va piocher une unité, on va pouvoir faire jouer, activer l'unité qui est sur le champ de bataille. Voilà, moi c'est plutôt mon type de jeu de stratégie. Il faut un petit peu se creuser la tête et batailler sur un champ de bataille. D'accord. Et nous allons bientôt finaliser cette interview, mais est-ce qu'en avant-première, vous êtes en train de travailler sur un projet en particulier ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce qu'on peut avoir une petite Absolument, ou pas ? oui. si, tout à fait, avec plaisir. Et d'ailleurs, si nos auditeurs et auditrices étaient de passage au salon du Polar de Sionzier, ils auraient pu voir un jeu que je vais pouvoir présenter un peu ici, qui fait partie d'une gamme de jeux narratifs, dont je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des jeux, on en a 2 en préparation, enfin qui sont très avancés au niveau de leur édition. On est en discussion avec un distributeur. Donc ces 2 jeux-là, en fait, sont il y en a un qui s'appelle Relique et un autre qui s'appelle 3 jours, sont des jeux dans lesquels les joueurs vont co-construire une histoire à partir de cartes qui leur font avancer la situation. Dans l'un, on incarne un petit peu des médiums qui vont réunir des objets physiques de la pièce dans laquelle ils jouent, et à partir de ces objets, avoir des flashs, des réminiscences et mener une enquête. Et dans l'autre, dans 3 jours, on joue les proches d'un protagoniste qui est mort, et on explore ensemble un petit peu les secrets de ces familles autour de 3 journées séparées par des ellipses aléatoires. Et donc c'est une approche très cinématographique,
très contemporaine aussi dans ces thèmes, avec aussi des axes plus, comme je disais, plus difficiles, plus matures, des questions autour du deuil, etc., qui nous intéressent dans le jeu. Donc voilà un petit peu les projets à suivre pour l'année à venir. Eh ben, merci beaucoup et à tous les auditeurs qui nous entendent. Si vous voulez pouvoir découvrir Romain et ses jeux, vous pouvez encore venir aujourd'hui et demain sans aucun souci. Et je vous invite fortement à aller sur leur site Je suis d'ailleurs. Vous allez découvrir des jolies choses. Merci à vous.